Est-ce qu'on peut tester la traduction, Christine? Parfait, merci. Et c'est parti du coup pour la première table ronde de cette 22e édition du FIFO. La thématique, c'est réappropriation des patrimoines historiques polynésiens. Une réflexion autour des films programmés cette année, le retour des trésors polynésiens, Hokulea Finding the Language of the Navigator, Armea ou encore Tepito au Te Henua. Pour échanger avec vous à ce propos, il y aura devant vous Hinanui Koshua et Tamara Marik pour le musée de Tahiti et des îles, Viri Teimana pour le centre des métiers d'art, Letila Mitchell et Yane pour le film Armea et Titawa Teipoarii pour l'association Fa'afaite. Donc je vais laisser la parole à Mareva Le qui va lancer cet échange autour de la thématique, je le rappelle, réappropriation des patrimoines historiques polynésiens. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première rencontre du 22e FIFO. Un FIFO qui a démarré depuis quelques jours déjà et qu'on est très heureux de retrouver ici sous le banyan de la Maison de la Culture, avec cette première rencontre sur la thématique de la réappropriation du patrimoine historique polynésien. Comme l'annonçait Herani, autour de moi, on remercie très chaleureusement Vini Teimana, le directeur du Centre des métiers d'art, Hinanui Koshua, directrice du musée de Tahiti et des îles, Tamara Marik, conservatrice au musée de Tahiti et des îles. On a également la chance d'accueillir Letila Mitchell et Yane, tous deux représentants du film Armea, présenté dans la catégorie Fenêtre sur cours du festival, et Titawa Teipoarii de l'association Fa'afaite Te Maori pour nous parler de navigation traditionnelle. Donc cette table ronde est pensée autour de 3 films. Évidemment, le film Armea, réalisé par Letila Mitchell, et qui a été projeté samedi soir au FIFO. Le film Le Retour des trésors polynésiens, réalisé par Denis Pinson et Paul Manaté, et qui est présenté hors compétition pendant le festival. Également le film Hokulea Finding the Language of the Navigator, présenté également hors compétition du festival. Ces 3 films s'attachent à raconter, à montrer de quelle manière les patrimoines historiques et culturels ici en Polynésie, dans le triangle polynésien, sont ou peuvent être réappropriés, réinvestis, peut-être redécouverts aujourd'hui. Donc pour commencer, j'aimerais commencer justement avec le film Le Retour des trésors polynésiens, puisque c'est le film qui a été projeté, qui est projeté aujourd'hui, cet après-midi, je crois. Dans ce film, on voit différents objets, différents artefacts culturels et historiques qui ont été emmenés ou donnés au cours de l'histoire, être rapatriés ici à Tahiti pour en faire une exposition, pour participer en fait à l'exposition permanente. Et donc, ma première question s'adresse à Hinanui, la directrice du musée. Au niveau, quelles ont été en fait les conséquences, pas les conséquences, mais les retours que vous avez au niveau du musée pour lorsque le public, par exemple, découvre ces objets qui, pour certains, avaient disparu, entre guillemets, étaient partis de chez nous depuis très longtemps.
Alors, Yorana tout le monde, Yorana everybody, bonjour à tous. Merci d'abord pour l'invitation donc à cette table ronde. Alors, pour ce qui est du retour de ces objets, je voudrais d'abord préciser que le nouveau, entre guillemets, musée a ouvert ou réouvert ses portes en mars 2023 et moi, je ne suis arrivée à la direction du musée qu'en décembre 2023. Donc, il y a quelques mois qui se sont écoulés entre leur présentation au public et la perception que moi, j'ai pu en avoir après. Une chose est certaine, c'est alors pour ce qui est de l'odyssée, du retour, la préparation, le voyage, l'arrivée, l'installation de ces objets magnifiques qu'on voit dans le documentaire, moi, je suis arrivée après la guerre, si je puis dire. Par contre, là où je peux m'exprimer en connaissance de cause, c'est effectivement le succès qu'il rencontre auprès du public. Avant tout le public local, celui pour lequel on œuvre avant tout, et les touristes, d'une manière générale. Donc, évidemment que ces objets ont un succès qui est très prononcé et qui attire très clairement. Et aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, le costume du deuilleur ou la statue du dieu Aa sont devenus ce que je qualifie, avec beaucoup d'affection, lorsqu'on fait des visites guidées, alors vous m'excuserez la comparaison, mais des Mona Lisa ou des Jocondes du musée. Parce que ce sont vraiment devenus des pièces maîtresses qui attirent les gens. On ne peut pas rester indifférent, en particulier devant le costume du deuilleur, de par déjà sa beauté. On le sait que c'est une pièce exceptionnelle, c'est très bien expliqué dans le documentaire. Il est beau visuellement, il y a un intérêt historique, artistique certain, avec des liens qu'on peut faire avec la société d'aujourd'hui et les développements artistiques. Ça, c'est mon collègue Viry qui sera plus à même de développer là-dessus. Et le dieu Aa également, parce que, comme c'est bien souligné aussi dans le documentaire, il ne ressemble à personne d'autre. Il est tellement particulier et son histoire aussi est particulière. Donc oui, quel est l'impact sur la population en général? C'est quelque chose d'assez positif. Et nous, ce que l'on essaye de faire, justement, c'est d'attirer le plus de monde possible au musée. C'est déjà le cas. On a une augmentation importante de la fréquentation depuis l'année dernière. On est un peu victime, entre guillemets, de notre succès, mais on travaille à attirer en priorité la population locale, les enfants, les scolaires. Il y a beaucoup de scolaires qui viennent, mais c'est l'initiative de l'école, et on aimerait aussi avoir plus de familles, par exemple, qui viennent volontairement sans être obligées par l'école, etc. Donc j'ai un peu digressé, mais oui, indéniablement... C'était très bien. Voilà. Ils rencontrent un grand succès qui est entièrement justifié. Et Hinanui en parlait à l'instant, Viry, quel est, au niveau du CMA, quel est l'apport du retour de ces objets dans votre stratégie ou dans votre politique éducative? Nous avions pendant des décennies travaillé sur ces objets, puisque l'acquisition du patrimoine immatériel de la Polynésie passe par ces formes bien spécifiques. Donc, la formation qu'il y a eu au Centre des métiers d'art depuis 1980 a été de reprendre, mais uniquement au travers des images, toutes ces œuvres remarquables qui appartiennent maintenant à l'humanité. Donc, au niveau de cet enseignement, beaucoup ont travaillé par rapport aux images. Et le fait de retrouver, d'avoir ces objets en 3 dimensions, avoir un rapport immédiat, permet complètement d'oublier que finalement, tout ce qui a été... on est passé de 2D à 3D. Maintenant, on est complètement en 3D. Et la faculté, et ce qui est remarquable, c'est après avoir passé des années à imaginer un objet qui... à l'origine était en 3D, mais de le percevoir en 2D et de l'amener à exister dans l'espace, en 3 dimensions, je crois que ça a développé une facilité au niveau des enseignants et des élèves à se projeter immédiatement en 3 dimensions, peu importe l'image. Et maintenant, on est passé de la 3D à ramener en 2D sur des images numériques.
et a inventé un autre univers complètement numérique. Le manque a créé des envies le fait que les sculptures, ou au même titre que l'habit du deuilleur, c'est de réimaginer tout ça d'une autre manière. Et ça a été, depuis 2010, une demande que nous avions faite aux conservateurs du musée du British Museum, c'est s'ils pouvaient, nous, au moins pour une période, ramener ces trésors remarquables de la Polynésie sur les terres mêmes qui les ont vus naître. À l'époque, c'était impossible. C'était non, je crois que, me disait-elle, c'était le conseil d'administration du musée du British Museum ne voudront pas les faire venir parce que de peur que ces objets ne retournent plus au British Museum. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de se réapproprier par la présence physique de ces œuvres remarquables du patrimoine immatériel de la Polynésie. Et le fait de pouvoir se réapproprier ces œuvres par, comme tu dis, cette présence physique, quel a été l'impact de ce phénomène sur les étudiants du Centre des métiers d'art? Il y a une relation émotionnelle évidente puisque l'œuvre qui a été vue pendant des années en images se retrouve physiquement devant soi. Et il y a ce rapport où il y a de l'affection. Ça nous renvoie à l'histoire, ça nous renvoie à ceux qui nous ont précédés, ça nous renvoie à des techniques pour l'époque extraordinaires. Et après, arriver à reproduire ces objets, puisque au niveau du British Museum, ça a été leur demande aussi, si ces objets reviennent, et du moins pour le AA, on pouvait reproduire un AA qu'ils récupéreraient. Ça permettrait de faire tourner le AA dans le monde. Donc c'est ce que nous avons entamé il y a quelques mois, c'est la reproduction du AA. Et nous allons bien sûr entamer aussi la reproduction de l'habit du deuilleur, qui est un travail complexe, d'une complexité et d'une finesse. C'est extraordinaire, puisque pour leur époque, je crois qu'ils avaient plus d'imagination que nous maintenant. Donc il faudra vraiment qu'on revienne et qu'on ait une imagination beaucoup plus forte pour que d'autres objets puissent naître et soient porteurs du patrimoine immatériel d'aujourd'hui. D'accord, c'est fascinant. Et alors pour la conservatrice, maintenant, quels ont été Alors on voit dans le film, on voit très bien l'Odyssée, le retour de ces objets, mais concrètement, quels ont été les défis majeurs que vous avez rencontrés au niveau du musée pour pouvoir accueillir ces objets? Déjà, est-ce que Yorana Tato. Alors, déjà, avant de parler des défis, je parlerai d'abord du processus de très long terme, en fait, qui a engagé et le musée depuis les années 2010 et le gouvernement de la Polynésie française. Donc voilà, avec une forte implication. Il y a eu plusieurs missions. Le ministre se déplaçait, avait rencontré les directeurs. La précédente directrice également, Myriam Abono. Voilà, donc tout ça s'inscrit aussi dans un contexte de long terme. Donc je pense que les premiers courriers avaient été rédigés dès les années 2014 par la précédente directrice encore, Théano Jaillet. Mais effectivement, tout ça s'est mis en place à partir du moment où il y avait ce projet de la nouvelle salle. Donc avec un espace vraiment bien sécurisé. Le précédent musée l'était, était extrêmement sécurisé, mais il n'était pas aux normes, il n'était plus aux normes de conservation internationale. Notamment pour ce qui est, c'est vrai qu'il y avait des grandes baies vitrées, il n'y avait pas forcément les filtres qui permettaient de filtrer la lumière, etc. Donc tout ça a pris place dans le cadre du projet de rénovation également.
Donc parmi les défis, y en a eu beaucoup, donc il faudrait que je fasse le tri pour en parler. Je dirais que les principaux, ce qui vous a vraiment posé question. Qui a posé question. Il y avait toute la partie de l'installation avec, avec un planning de chantier qui était quand même serré. Le chantier avait eu du retard à cause de la crise du Covid. Les dates qui avaient été annoncées d'ouverture, elles ont été déplacées. Les contrats, parce que le musée a signé des contrats avec les 3 musées prêteurs. Les contrats ont été signés dès 2022, donc après il fallait. Mais les objets sont arrivés en février 2023, à part ceux du musée du Quai Branly. On l'a vu dans le documentaire, qui sont arrivés en décembre 2022. Donc il y avait effectivement des problématiques de coordination du chantier, des plannings, etc. Qui a été entièrement coordonné par Myriam Abono. Donc c'était un travail vraiment monumental. Ou encore, par exemple, très peu de temps avant l'arrivée du costume de deuilleur, le costume devait arriver. Déjà, le costume, on en parlait dès 2019. C'était quasiment acquis qu'il allait être prêté, parce qu'il y avait une mission du British Museum, une mission spéciale. Ils étaient venus au musée, ils sont venus au CMA, au Centre des métiers d'art, également à Rurutu pour AA. Donc il y avait eu un cycle de conférences également. Donc voilà, plusieurs missions. Et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il y aurait la cape de plume. Donc Julie Adams, elle en parle dans le documentaire. Donc une partie du costume qui est extrêmement fragile. Et vraiment, il n'était vraiment pas sûr de pouvoir l'emballer suffisamment, de façon suffisamment sécurisée. Et le grand défi, on va dire, ça a été le transport. Parce que le costume est parti de Tahiti dans les années 1770. Et c'était la première fois qu'il revenait. Et donc voilà, avec des éléments extrêmement fragiles. Et les personnes en charge, il y avait Monique Pullman et sa collègue qui était venue faire le convoiement, après avec Julie Adams du British Museum. Ils ont constaté que absolument rien n'avait bougé en fait dans le costume. Donc c'était proprement miraculeux. Bon. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que lorsque les objets sont arrivés, qu'ils ont été installés dans la nouvelle salle du musée, on voit dans le film qu'il y a que sont organisées en fait des présentations, notamment aux artistes locaux et aux étudiants du CMA. Comment cette rencontre s'est passée? Est-ce que toi, de ton point de vue de conservatrice, tu as eu un peu le poil qui se hérissait Non, pas du tout, parce qu'au contraire, ça a ajouté vraiment une partie, j'allais dire émotionnelle, c'est pas ça l'intérêt, mais une partie, ça a ajouté du sens, en fait. Ça a ajouté du sens à l'ensemble du travail qui a été mené. Parce qu'il y a la partie, nous on va être peut-être très focus sur la partie conservation, préservation, sécurité, etc. Mais c'était également la volonté des équipes du British Museum d'organiser ça. Donc pour eux, ça tombait sous le sens de le faire. Et j'avais été étonnée de voir que, par exemple, ils autorisaient dans certains cas à pouvoir toucher avec leurs doigts. C'est le seul moment où, effectivement, vous avez pu le faire. Parce que d'habitude, on utilise des gants parce que notre peau, elle est sale. Ou même si on a les mains propres, on a du pH, on a de la graisse, on va salir, etc. Mais je sais que pas mal de restaurateurs du patrimoine travaillent main nue également, afin d'être sûr de bien sentir s'il y a la moindre variation dans le matériau ou la précision. Donc, non, c'était des moments qui étaient très beaux. Et voilà, j'aurais aimé en profiter plus personnellement. Mais bon, on courait un peu à droite à gauche, mais c'était pas notre moment en fait, justement. C'était ce moment-là pour ces personnes-là. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais passer maintenant à Letila Eyane. Donc, Letila est réalisatrice du film Armea. Le film que tu présentes cette année au FIFO parle de la redécouverte, de la revitalisation de traditions rotumanes, donc à Rotuma, et par la nouvelle génération, par les jeunes.
Et on le voit dans le film, ils travaillent, ils apprennent avec des personnes âgées, mais pas uniquement. On imagine très bien que la transmission puisse se faire d'une génération à une autre, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils font entre eux et qu'ils redécouvrent ou qu'ils réinventent. Comment ce processus se met en place et qu'est-ce qui a donné l'idée de faire ce film? Can you hear me? Allô? Yes. Hello, hello. Yeah. Yorana na Yaya Maori nganga Chatakoa. Thank you for having us here on your beautiful land. For us in Rotuma, this is our old mainland, so it's wonderful to be back here. Yeah, for our work for Armia, we have a family group called Rako Pacifica. So yeah, so in Rotuman, Rako means a place of sharing and learning, and it was we began Rako with one of our elders, Emotama Pene. And it was after the Festival of Pacific Arts in Palau. And when we saw a lot of the other countries and what they were doing, we realized how much Rotuma was losing our material culture. So when we came back from Palau, we decided to start up Rako to try to revive a lot of the work. And so we began it at the request of our elders. They knew that at the time I was young, that was 20 years ago, and they knew that we had the resources and the capability to go to museums, to research in libraries, to find the knowledge that was lost, and pair it with their oral history and their oral knowledge. So yeah, it was a process of revitalization, matching all of the notes from past explorers, objects in museums with our elders' oral history, our chants, and our songs. So that's how the work began. Yanni, tu veux rajouter quelque chose? Yeah, I think as Letila mentioned, a lot of our stories and a lot of our cultural practices were lost. Not necessarily lost in a way, but forgotten. Our culture has a tendency to kind of move on from things at times, so a lot of those practices were left for modern things. And a part of the journey of this film was reclaiming those practices and reclaiming those artifacts and those dances and those songs as a part of reclaiming our identity as Rotuman, as Maohi, as Pacific people. So yeah, that's what I took the most from it, was, you know, reclaiming parts of my identity that had been lost through this kind of process of modernization. And yeah, that's... Et qu'est-ce qui a fait dans cette recherche d'identité, donc dans ce processus de recherche d'identité, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a guidé, pardon, donc tout ce qu'on voit dans le film, la pratique. Letila, tu parlais des aînés, des elders. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a aussi guidé dans ce travail? Yeah, I think for us, what we noticed in our own community, there was a lot of social issues, domestic violence, drugs, you know, a lot of unemployment, and it wasn't present before in our community. In Rotuman community, women are very sacred and are well looked after, and so things like violence in community was never allowed. And our young men, if it happened, they were always
reprimanded very badly. So, we tried to understand what was missing, and we realized that a lot of it was because we lost so much of the knowledge that protected our people, but also our land. Not only on the island, but in our capital now in Suva, you see a lot of rubbish everywhere. The oceans are very dirty. There's a lot of overfishing, and a lot of it's because we've lost how to balance our lives. And this knowledge that is going is because, when we were overtaken by people not from our home, they don't understand how precious the land is. And so they exploit the land for their own gain. And so if we allow that knowledge and that mana, or the spirit, to protect our land, and people in years, generations to come, our children won't see the beauty that we see. And for me, growing up, I remember my grandparents telling me all of these lessons, our traditional lessons and our knowledge. So I remember and I know how to do those practices. And I wanted to make sure my children had the same a way to survive. And COVID showed us, for those people who remember how to fish, how to plant, they were able to take care of themselves. The people in the big cities, they didn't know what to do. They couldn't get to the supermarket or couldn't go to a cafe. They really struggled. But the people who knew how to look after their land, they were okay. So for us, that was like, okay, that's why we have to do this work. On imagine aussi très bien qu'il y a eu une coupure de la transmission de ces traditions, puisque tout le film parle justement de la recherche, de la redécouverte, de la revitalisation de ces traditions. Qu'est-ce qui a provoqué cette coupure? Rotuma is, if you look at our very old maps or you talk to our very old people, they always remember a time when Rotuma was very connected to Maohi. We were connected to Tahiti, Raiatea, Cook Island, Samoa. We were traveling and voyaging all the time, trading. Our people were marrying each other. In Rotuma, where my village is, there are many Tahitian kings that are buried there. So our people were very connected. Now Rotuma is very isolated. It's like we've become forgotten. So our film was, almost a spark to, one, remind our people that we are part of a bigger connection that was cut off. So Rotuma became part of the English colony. Tahiti, Marquesas, part of the French. And our very old other cousins in Rapa Nui were Chile. So our whole kingdom was cut into three. And we were not allowed to travel because we had to have visas to travel to each other. So Rotuma became more and more isolated. And so the film for us was about trying to weave that connection back. So we were hoping the ripple reaches back to our old peoples and we find the connection again. Et encore une petite question pour Letila ou Ioane. On voit aussi très bien, surtout au début du film, que cette réappropriation des savoirs ancestraux passe par une expérience sensorielle. Au début du film, on voit une jeune fille tresser des plumes, tresser un costume, et l'image est très belle et elle donne vraiment l'impression et la sensation presque de toucher ces plumes et de les tresser nous-mêmes. Et c'est un peu aussi ce que disait Vini tout à l'heure, le fait de pouvoir sentir, presque toucher, embrasser les objets permettait de se réapproprier les choses. Comment ces traditions, au final, elles perdurent dans le temps aussi avec le geste. Et voilà, à Rotuma, comment est-ce que ces traditions se transmettent si ce n'est par le geste? Yeah, a lot of our transmission is still through song and through storytelling. We've managed to retain a lot of our weaving practices. So our weaving practices are still very strong. But with all of our elders, they all just keep saying it takes only one of us to pick it up and start again.
And it's never forgotten. We didn't lose it. It's maybe sleeping, waiting for the time for the right generation who knows how to look after our people again. So yeah, it just takes one of us, and I've got 2 young ones here who will be the next generation to pick it up and start again. And we've been lucky that we're encouraged by our chiefs on the island to be brave to start. We was worried to start and to try because we thought, okay, no one has done it before, so who are we to have the right? But maybe we are the right generation. We're stronger now. Our people are stronger. We've armed ourselves with Western knowledge and education, so maybe we're the generation to pick it up. But yeah, we've been lucky. A lot of our elders have kept it through storytellers. So we have one knowledge keeper left on our island who remembers how to do our old feathered headdresses, a suru. And he had never made it before, but he had 3 or 4 generations of grandparents that passed on the knowledge to him. He never did it, but he knew in his mind what we needed to do. So, and he taught Yene and some of our other young men how to redo it again. But it was kept in his memory. So. Merci beaucoup. Titawa, à présent. Titawa Teipuari, qui est donc navigateur de la pirogue Afaitete au Maori. Yorana Titawa, merci d'être avec nous. On a donc dans la sélection du FIFO cette année un film qui s'intitule Hokulea Finding the Language of the Navigator, qui est une rencontre avec Nainoa Thompson. Est-ce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, parce qu'on a déjà eu beaucoup de films sur Nainoa et sur la navigation traditionnelle, est-ce que tu peux rappeler un peu l'histoire liée à Hokulea et à Afaite ici aujourd'hui? Allô. Namogo Yawantatu Fagi Etimana. Aoud Fagi Game. Afaite a existé en 2009. Allô. Afaite est né en 2009. Hein, et avant, personne, en tout cas chez les Hittite, personne ne savait naviguer. Hein. Donc en 2000, on a eu la chance de naviguer jusqu'à Hawaï. Et à Hawaï, c'est là où on a rencontré Hokulea. Et c'est là où on a commencé à comprendre la navigation traditionnelle. Moi, je dirais, traditionnelle, c'est un grand mot. Je dirais navigation sensorielle. Parce que traditionnelle, déjà, notre pirogue est en plastique. Il y a tout sur cette pirogue. Il y a un moteur, il y a un GPS. Donc, cette rencontre avec Hokulea nous a permis de comprendre la navigation traditionnelle, sensorielle. Donc, en 2012, on a eu de la chance de naviguer au retour de Hawaï à Tahiti, avoir un maître navigateur à bord, Kalipa Babayan, qui est mort il y a quelques années. Et en observant cet homme, le navigateur, comme c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, hein, donc, et il ne parle pas, il regarde les étoiles, il fait ce qu'il a à faire. Donc, nous, on ne comprenait pas pourquoi. Mais avec le temps, on a compris. À force de naviguer, on a compris. On n'a pas le temps de parler. On n'a pas le temps. Si tu es maître navigateur, un navigateur, il est là, il s'assoit et il regarde et il observe tout. Alors, tout. On appelle un navigateur, on dit un wayfinder. Donc, lui, il cherche le chemin. Il faut qu'il trouve l'île.
Donc, à force de naviguer avec, cette connaissance qui vient des Hawaïens, on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur nous. Et grâce à ça, ça nous a permis aussi de comprendre certaines histoires et légendes, des mythes polynésiens sur la navigation. C'est parce qu'on a oublié le côté pratique, pragmatique. On est resté dans les mythes et les légendes. On raconte, mais on ne sait pas le faire. On est très fort, c'est ça. Ici, il y a beaucoup qui racontent, mais la pratique, il n'y a pas. Donc, c'est ça que maintenant, Fafaïté, elle est là. Profitons qu'elle existe. Elle est ici à Tahiti. Et pour justement utiliser comme outil pour comprendre nos mythes et nos légendes. C'est très bien que tu parles justement de navigation sensorielle parce que ça m'amène à ma question suivante, puisque effectivement la navigation qu'on appelle traditionnelle ou aux étoiles, elle ne repose pas que sur les étoiles. On fait appel vraiment à tous nos sens pour pouvoir naviguer. Est-ce que tu peux en parler un peu? Justement, je vais parler de l'histoire de légende de Tarawa. Tarawa, il y a 4 personnes dans Tarawa. Il y a Hio, Manao, Tutonu et Mihago. Et c'est eux qui ont trouvé l'île. Donc, ça explique tout. Ça veut dire que on a Hio veut dire observer. Tutonu, concentration. Après, il y a mémoire. Manao, penser. Et mémoire, c'est tout ce que tu as acquis, que tu as appris, on t'a raconté. Ou tu as entendu, tu as senti, tu as vu. Donc, tout ça, c'est resté en toi. Donc, observer, tu vois un oiseau, tu te dis, ah, c'est quoi comme oiseau? Et là, je me concentre, je dis, ah, mémoire, je veux dire, ah, penser. Je pense à un oyo. Attends, je vais aller chercher plus loin. Est-ce que c'est un oyo? Je me rappelle que l'oyo est noir, couleur noire et blanche. Hein? Donc, et je me rappelle que quand tu vois cet oiseau, l'île n'est pas loin. Donc, c'est ça, sensoriel, c'est sans outil. L'outil, c'est toi. Tu es le compas, en fait, tu es le GPS. C'est toi le GPS. Tu utilises tout. Tu es tout. Donc, oui, c'est vrai que c'est à la mode maintenant, hein, la navigation aux étoiles. On parle beaucoup d'étoiles, mais et la journée? Oui, et la journée. Et la journée. Ça, c'est... On a oublié le plus important, c'est le soleil. Le plus important dans la navigation, c'est le soleil. Même nos mythes et nos légendes, ils parlent du soleil, mais ça a été, caché. On ne parle pas du soleil, mais on parle d'une personne. En fait, il parle du soleil. Donc, ce sont des alignements avec... voilà. Donc, on utilise beaucoup le soleil et la lune. Très important. Parce que tu n'as que ça dans la journée. Et on a aussi déjà eu au FIFO, il y a quelques années maintenant, un film sur Papa Mau, qui était également un grand navigateur qui a disparu aujourd'hui. Et si je me rappelle bien, Neinoa s'est formé avec Papa Mau, je crois. Et pourquoi est-ce que c'est important de transmettre ces connaissances? Parce que tu disais que ce n'est pas facile, les navigateurs ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont là pour écouter, sentir, regarder les oiseaux, le ciel, le courant. Mais quand on a des porteurs de patrimoine, des navigateurs comme ça, et comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que c'est important de recueillir toutes ces connaissances, tous ces savoirs?
d'abord, parce qu'on ne sait plus. Ou bien aller chercher quelque part la réponse, mais moi, je remercie ce mot. Bon, même c'est, on parle de navigation, même partout, mot revient toujours, parce que c'est le maître, c'est lui qui a commencé. Grâce à cet homme. Ensuite, il y a Neino qui est arrivé. Sauf que Neino, il est venu avec sa façon de voir les choses, moderne. Et il a inventé un compas des étoiles. Plus accessible, plus facile à enseigner, à comprendre. Donc, c'est ce que nous, ici à Tahiti, on utilise. Enfin, Fighter, en tout cas, utilise pour faire des grandes naves. Donc, alors que nous, on ne sait pas si le compas des étoiles existait. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler du compas des étoiles à Tahiti. Par contre, le compas des vents, si, c'est Guafetu. Guafetia. Guafetu, ça, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je remercie ces personnes, Neino en tout cas, qui nous a enseigné, qui nous a partagé. Il n'a pas gardé, il a partagé. C'est ça ce qui est intéressant. Il a partagé pour que nous, à notre tour, qu'on puisse réapproprier cette connaissance de la navigation. En tout cas, avec nos légendes et nos mythes, on peut revenir. Ça tout dépend de nous. Donc, on a besoin de naviguer. Pour comprendre, il faut naviguer. Mais pour naviguer, il y a beaucoup de dépenses. Là, si on veut parler de la navigation, d'abord, il faut des membres d'équipage, déjà, disponibles. En tout cas, sur Fafaïté, la plupart travaillent. Et on a des retraités, beaucoup de retraités. Il faut l'entretenir aussi, après des grandes naves. Pour faire des grandes naves, déjà, il faut mobiliser, il faut payer le billet d'avion pour faire des changements d'équipage. Tout le monde ne peut pas faire 3 mois de disponibilité. Donc, du coup, voilà, après, il faut payer le logement. Ça devient trop cher. Donc, pour naviguer, c'est cher. Donc, on choisit bien nos naves. Et les grandes naves comme ici pour aller à Nouvelle-Zélande, c'est important pour nous. Parce que ce n'est pas souvent. Et tu comprends beaucoup de choses. Parce que c'est différent. La mer est différente. Les changements, les courants sont différents. Les oiseaux, les marins, enfin les oiseaux, les poissons, ce n'est pas les mêmes. Donc, oui, c'est cher. C'est cher de faire des naves. Oui, comme beaucoup de choses. Ah oui. Et on arrive presque à la fin de cette rencontre déjà, ça passe très vite. Avant de conclure, est-ce que des gens dans le public auraient des questions à poser à nos invités? C'est le moment. Non, mais ça concerne le AA, là. Donc, cette fameuse copie qui est à Rurutu, là, elle a été créée comment? Elle a été créée par vous à l'époque? Par le CMA? Parce que non, pas du tout. Celui qui est à Rurutu est un moulage, est un tirage à partir d'un moulage. De ce moulage, il y en a, je crois, 3 dans le monde. Ok, où il y a un grand peintre qui en a un en... Ok, il y en a 3, oui, d'accord. Okay. Oui. Okay. Donc, celui que nous sommes en train de réaliser est en bois. À la dimension, c'est une demande du British Museum pour pouvoir le conserver au British Museum, et l'original circule. Bien. Ou alors mais en fait, le départ du projet, c'est ils nous prêtaient le AA pour le musée et on devait réaliser pour que le AA soit toujours présent dans leur musée. Et s'il y a une exposition qu'ils projettent, enfin à l'époque ils projetaient une exposition en Espagne, donc cette copie allait en Espagne. Donc
c'est bien que AA soit de retour chez nous, puisque il y a tout un intérêt pour ceux des Australes et même ceux qui aiment la sculpture polynésienne, puisque ça fait une des pièces les plus remarquables. Ouais. Merci. Et en particulier, merci au musée, enfin au pays qui a réalisé ce nouveau musée. Effectivement, il y a une plus-value avec ces objets-là, vraiment magnifiques. Il fallait au moins dans ce pays un musée de ce standing. Merci. Et je voulais Merci à Heremona qui avait conçu ça à l'époque. Absolument. Et Myriam Abono aussi, l'ancienne directrice qui nous a rejoint entre-temps également. C'est important de le préciser. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Vieri. En fait, ils sont engagés dans la production de copies en fait, de la statue du dieu A1. Et nous, de notre côté, en fait, au niveau du musée, donc on travaille avec des musées partenaires, bon, à droite, à gauche, en Europe, aux États-Unis et également dans la région Pacifique. Et notamment le musée d'Auckland et le musée Te Papa, avec lesquels on a signé un partenariat officiel là, en décembre dernier. Et l'année dernière, au mois de mars, donc on est allé en mission là, au musée d'Auckland pour des choses diverses et variées. Et on a eu l'occasion de visiter l'exposition Terra, en fait, qui est une exposition magnifique, qui est toujours en cours au musée d'Auckland. Et le principe, c'est d'avoir fait revenir en prêt longue durée une voile de la fin du XVIIIe siècle, une voile maori qui s'appelle Terra. Et autour de cette voile, en fait, ils ont développé un projet communautaire qui, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui consiste en fait à avoir fait des copies, des belles copies de belle qualité de cette voile, en impliquant des étudiants, des artisans, pour raviver, entretenir, développer en fait ces techniques anciennes. Et du coup, en revenant, alors bon, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué comme idée, mais je me suis dit, nous, il faut qu'on fasse la même chose avec le dieu AA et le deuilleur tant qu'ils sont encore chez nous. Donc en fait, on avait approché donc Vieri et l'équipe du CMA et on s'était rencontrés au mois de juillet pour parler de ça d'une manière générale et que ça soit en fait un projet communautaire mais qui soit aussi nos institutions culturelles qui travaillent ensemble. Donc là, le musée, le CMA. Et là, ça a fait son chemin depuis parce qu'on attendait on a fait une demande en fait pour la prolongation du prêt par rapport à ces objets, parce qu'ils étaient prêtés pour une durée limitée, forcément, jusqu'en 2026. Et là, on a eu un accord de principe pour une prolongation jusqu'en 2029. On a eu la réponse il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, maintenant, on a une visibilité temporelle un peu plus longue. Donc, là, on va pouvoir s'y atteler. Et c'est indépendant en fait de ce dont Vieri parlait, ça va dans la même mouvance, mais c'est un autre projet en plus qu'on va mettre en œuvre. Et le but de l'opération, justement, c'est d'en faire un projet communautaire. C'est-à-dire les étudiants, bien sûr, parce que c'est l'avenir du pays, les scolaires pour leur éducation, mais aussi tous les artisans, enfin tous les gens qui sont intéressés. Le but, c'est de partager, en fait. C'est vraiment ça. Parce que c'est bien d'avoir ces beaux objets, mais il faut que ça profite aussi au plus grand monde. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Est-ce que quelqu'un veut encore interagir avec nos intervenants? Sinon, on peut les laisser clôturer avec un dernier échange. Bon, le public est timide. Du coup, on va reprendre, on va accorder ces 10 dernières minutes pour la fin de l'échange à Mareva et tous nos intervenants. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous laisse le mot de la fin en vrai, comme d'habitude. Vieri, non, on va partir dans l'autre sens. Titawa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Quelles sont par exemple les perspectives? Quels sont vos prochains projets avec Fafaité? Notre prochain projet, c'est de trouver un endroit pour la pyro. Et voilà, ça c'est important, on n'a pas de fareva. En plus, il n'y a qu'une seule pirogue ici à Tahiti. Donc on a du mal à alors que... Voilà, trouver un endroit, c'est on y a pensé. On y a pensé, mais devant le musée, c'est dangereux. Oui. Mais évidemment que ça nous a effleuré l'esprit. C'est tout. Ok, merci. Letila et Yanné,
un mot pour conclure? I think for us it's continuing the work that we're doing, continuing to revive, continuing to reclaim, continuing to preserve our practices, finding out more about our culture, finding out more about our connection to the Maori kingdom, finding out more about who we are and who we used to be and who we can be in the future. Merci. Letila, quelle est, pour ta part, quelle est la suite pour le film Armea? So we did a revival of the suru, which is a feathered headdress that our kings used to wear. So there were three kinds. One was for the king. We had our priestesses, the Sina. There were 10 women who were our priests that held knowledge. And then our warriors. So they used to wear it in times of battle or ceremony. There's only one piece left in the British Museum, and just recently we found two in storage in a museum in Australia. So we've been documenting that process of reviving and learning that knowledge. We have only one knowledge keeper left on the island, so he's been sharing as much. But his thing to us was that our responsibility is that he will only teach it to us if we make sure that we are dancing with it again. So now from only one person, there's 7 in our Rako community that are making it again. We're dancing with it again. And so we're filming the whole process, and in our mind, we want to do this huge scene in Rotuma, which is on one of our sacred maraes with 100 young men and women with the suru on. So that's the dream this year. Et peut-être un nouveau film au FIFO bientôt. Tamara, Hinanui. Tu veux commencer? Non, Tamara, vas-y. Alors, sur les perspectives, le futur, Hinanui a annoncé qu'on a un accord de principe pour la prolongation des prêts, en tout cas du British Museum et du Museum de Cambridge. Ces objets-là, ils ne sont pas présentés dans le documentaire, mais bon, ils sont évidemment visibles au musée. Et puis au musée du Quai Branly, on va continuer des rotations en fait. On aimerait bien que... On s'est dit, c'est peut-être pas la peine de demander une prolongation, parce qu'il y a d'autres objets qui étaient prévus. Il y a 2 rotations jusqu'en 2030, donc là, ça va être prolongé. Et voilà, pour renouveler un petit peu... C'était ma question. S'il y avait d'autres objets ailleurs que... Oui, bien sûr. Et voilà. À part le fragment de Maroura, qui lui est un dépôt, et qui va rester, de même que dans le musée, il y a également le tambour de Mangareva, qui appartient au musée du Quai Branly, qui est en dépôt au musée depuis 2009. Donc voilà, ce sont c'est des différences entre le prêt et le dépôt longue durée, et puis qui sait, certains... prêts pourraient devenir des dépôts longue durée parmi les autres. Mais je voulais juste ajouter un petit détail. Je remercie aussi Titawa par rapport au fait de dire naviguer, ça coûte cher. Et préserver les objets, les faire revenir, les assurer, parce que ça, on n'en parle pas, mais voilà. Tout ça, ça a un coût, ça coûte très cher, bon, c'est comme ça. Les conserver, les chouchouter au niveau, voilà, je veux dire qui mérite, ça a un coût pour la collectivité. Aussi, ce qui est important de préciser, c'est par rapport au... Bon, là, on ne va pas rentrer en débat politique à 5 minutes de la fin, mais par rapport à la restitution des objets, du patrimoine d'une manière générale, parce que ce sont des thèmes qui sont très à la mode, enfin à juste titre, hein. C'est juste de préciser, parce que ce sont des chantiers qui vont être de plus en plus importants, alors ça a un coût, parce que les gens disent mais il faut faire revenir les objets, il faut faire revenir, etc., ou il faut prêter, il faut emprunter, etc. Oui, tout ça c'est magnifique, mais j'insiste lourdement, ça a un coût, hein, donc c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. D'ailleurs, l'Odyssée, hein, qui est vue dans le documentaire, en est une preuve. C'était une première étape, mais c'est aussi que ça va en fait avec tout un travail historique de recherche historique à faire qui est très important, parce qu'en fait pour chaque objet restituable,
qui est à l'étranger, il y a une histoire particulière et c'est important aussi d'avoir la connaissance historique qui est en devenir, qui augmente avec la recherche au fil des années. C'est de comprendre que le parcours des objets, en fait, il s'insère dans un contexte historique. À l'époque où ils ont été collectés, tous les objets n'ont pas été volés ou pillés. C'est un peu caricatural, donc c'est pour ça que c'est compliqué, il faut étudier au cas par cas. Parce que vous avez, comme AA par exemple, le Dugger c'est encore une autre configuration, en fait ce sont des... Souvent ils ont été offerts, ou alors dans le cadre d'échanges commerciaux. Alors est-ce qu'on considère que les clous ou les plumes rouges de Tonga, qui seraient les dollars de l'époque, est-ce que c'est considéré comme une forme de corruption? Vous voyez ce que je veux dire? Là je fais de l'humour, mais ce que je veux dire c'est que ce sont des dossiers complexes pour lesquels il n'y a pas une seule réponse. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est là où, pour l'avenir, en fait, où il faudra se pencher là-dessus, parce qu'il y a un côté émotionnel par rapport aux objets, nos objets à l'étranger, leur retour éventuel, et c'est bien normal. Mais en fait, il faut faire la part des choses. Et c'est un dossier, je dirais, de très très longue haleine, comme l'a été la venue de ces objets. Et je pense que là, c'est un chantier pour les 20-30 années à venir où il va se passer, je pense, des choses passionnantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolé d'intervenir là-dessus, mais je ne voulais pas prendre la parole. Ce que dit Hinanu est important parce qu'on a été confronté justement à ça. On nous a déjà dit, mais vous êtes qui vous pour reprendre ce que nos anciens ont donné? Surtout quand il s'agit des chefs. AA, c'était exactement le cas. Des descendants de Amaiterei nous ont dit, mais Amaiterei, ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui a donné. Toi, tu es qui pour aller dire, pour rendre? On a été confronté à ça. J'aime bien l'idée défendue par Marie-Claude Chibaou qui dit que ce qui a été offert par nos chefs, par nos tawa, par nos anciens, ces objets dans les grands musées deviennent nos ambassadeurs. Et c'est eux qui parlent de nous. Quand les gens vont visiter AA au British Museum, AA, je trouve que c'est un meilleur ambassadeur que nous. Il parle mieux de nous que nous ne pourrons jamais le faire. Donc je pense que c'est important ce que vient de dire Hinanu, parce qu'effectivement, tous les objets n'ont pas été volés, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas l'Afrique qui a été pillée, ce sont nos vieux qui ont donné, parfois pour sauver certains objets de la destruction. Donc ça, c'est très important. Et puis je voudrais aussi dire à Titaoua qu'il y avait une solution qui avait été proposée pour la pirogue, c'était le CMMPF à Aroué, avec une convention pour que ceux qui allaient être formés comme capitaines sur les bateaux puissent être aussi formés à la navigation sensorielle sur Fafaïté. Donc il faut reprendre les discussions avec le directeur du centre des métiers de la mer à Aroué. Il y a un aménagement qui a été fait pour ça. Voilà. Désolé d'être intervenu à la fin. Merci, Remwana. Viri, pour terminer, est-ce que le mot de la fin? Bon, je vais juste revenir sur le budget, que la culture est chère, mais en fait, ô combien nécessaire. Voilà, merci. Merci à tous. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir consacré ce temps à cette rencontre. On est plus qu'heureux, on est aussi très honorés de vous avoir accueillis pour cette première table ronde de ce 22e FIFO. Donc merci infiniment à tous les 6 et bon FIFO à tous. Et merci à Mareva pour la modération. Donc c'était la première rencontre de ce FIFO. Allez, on applaudit encore bien fort. Merci d'avoir parlé de cette thématique importante, la réappropriation des patrimoines historiques polynésiens. C'est un travail de longue haleine qui prendra plusieurs décennies, j'imagine. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est entamé et on espère qu'à l'avenir, tout ira pour le mieux dans ce sens. Au niveau des programmations de l'après-midi sur le PEP, ça repartira, mais cette fois-ci pour une table ronde sur les thématiques de la filière audiovisuelle, avec la thématique Nouvelle-Calédonie, quel avenir pour la filière audiovisuelle, une réflexion d'actualité et autour du film projeté en off Saint-Louis, une histoire calédonienne, et ça ce sera à 13h30
sur le Pépé. Donc en attendant, vous pouvez prendre votre petite pause et aller manger, vous sustenter à la buvette qui est du côté du Grand Théâtre. Et n'oubliez pas de regarder le programme pour les projections qu'il y aura un petit peu plus tard dans l'après-midi.